tu ne prospectais plus, à proprement parler. Oui, moi j'ai jamais prospecté en fait. Après, ma force, c'est que je suis en mandat exclusif à 95% des cas. C'est ça que j'aime dans ce métier, parce que il nous donne une opportunité quand même qui est absolument incroyable. On rencontre plein de gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie. Et aujourd'hui, la génération, elle doit cultiver ce côté old school, j'en suis persuadée, mais aussi ce côté marketing. On est obligé d'y passer. Les influenceurs, c'est la preuve. En fait, il faut se faire connaître aussi de cette manière-là. Bonjour Patricia. Bonjour Sylvain. C'est vrai, ça va? Ça va et toi? Tu peux te mettre à l'aise, tranquille. Bienvenue du coup sur cette chaîne que tu vas découvrir. Je voulais t'inviter, moi surtout ici, parce qu'on travaille ensemble depuis quelques années maintenant, et parce que tu as une manière de travailler et une philosophie que je voulais que tu puisses aussi partager. Si je te présente très rapidement, on se connaît depuis 3 ans maintenant. C'est ça. 3 ans. Tu es évidemment conseiller immobilier, indépendante. Tu as beaucoup d'expérience et je te laisserai en parler de ton côté. Si je fais vraiment dans les très grandes lignes et après je te laisserai développer, tu es cadre en entreprise en parallèle, tu es en double activité. Tu fais malgré tout de très belles performances entre guillemets, mais bien sûr derrière il y a une vraie, il y a de l'humain et il y a une manière de faire. Mais tu finis l'année, on peut dire, tu avoisines, tu viens toucher les 100 000 € de chiffre d'affaires, on peut le dire? Presque autour des 85 cette année. Voilà, c'est ça. En étant cadre à côté dans une entreprise à plein temps. Et ça vient tout ça d'une méthode dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, te présenter et m'expliquer comment tu es arrivé à l'immobilier, comment tu es arrivé à tout ça? Alors, au départ, il faut savoir que je viens du monde des agences, parce que mon père avait une très grosse agence à Cagnes-sur-Mer, qui marchait très bien avec beaucoup de sa rigueur, pareil, très exigeant, etc. Quand il est parti à la retraite, il m'a proposé de la reprendre. Moi, je ne me suis pas sentie à cet âge-là et de porter une agence, une structure. Et puis, je voyais le monde de l'immobilier commencer à évoluer. Donc, je n'ai pas voulu prendre ce risque-là. Et donc, j'ai continué une carrière complètement dans autre chose. Et c'est en 2017, suite à, on va dire, un mini-conflit interne dans l'entreprise, où je dis « Ah, d'accord, mais écoutez, c'est pas de problème, je refuse le poste cadre, par contre, je vais faire une double activité. » Et j'ai repris naturellement l'IMO en tant qu'indépendant. Et quand on goûte à l'indépendance, je ne me verrai plus aujourd'hui repartir vers le monde des agences. Pour moi, c'est inconcevable, c'est incompatible pour moi maintenant. Il était comment le marché en 2017? C'était déjà, il y avait une... J'imagine que les réseaux avaient une part de marché beaucoup moins importante, ça devait être encore assez nouveau. C'était encore assez nouveau. Moi, quand je suis arrivée j'ai commencé par un réseau qui, ici, il y avait presque personne en fait, donc il n'était pas connu ici. Après, il est devenu un très gros réseau, c'est sûr, mais il n'était pas connu. Et en fait, c'est une rencontre avec une copine de la fac et qui me dit « Mais les heures que tu fais dans le privé, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne reprends pas l'IMO? Tu as toute cette capacité, ce relationnel, qu'est-ce que tu fiches? Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et donc, c'était en janvier-février. Et en mai, je me suis lancée. Et je me suis affiliée à ce réseau. Et j'ai commencé comme ça. Et ma force, bien sûr, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment ça. Et donc, à peine 2 mois que j'étais affiliée au réseau, j'ai fait ma première vente et puis ça a pas arrêté de s'enchaîner après, quoi. Parce que pour rebondir dessus, c'est vrai que dès qu'on s'est rencontrés, tu ne prospectais plus, à proprement parler. Oui, moi j'ai jamais prospecté en fait. Et en fait, nous, voilà, c'est ça. Jamais. Et alors nous, on parle beaucoup sur la chaîne, sur les réseaux, de la différence entre marketing entrant et marketing sortant. Donc marketing sortant, tu vas chercher le client. Marketing entrant, c'est plutôt lui qui te contacte. Toi, tu es à 100% sur du marketing entrant, alors pas sur les réseaux sociaux. Mais comment tu as construit ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les gens qui te contactent et pas l'inverse? Ça a été rare, effectivement, que j'allais chercher le produit. C'était quand c'était très ciblé, quand j'avais une recherche acquéreur, où là, effectivement, je me dépatouillais pour aller fouiller. Voilà. Mais c'est vrai que comment j'ai bâti ce côté entrant, tu appelles ça, c'est ça? Entrant, moi, j'ai énormément parlé avec toutes mes connaissances, que je reprenais l'immobilier. Alors après, c'est la famille, c'est les amis, c'est les copains, c'est l'esthéticienne, le coiffeur, tout ce qu'on veut. J'ai énormément parlé que j'avais repris l'IMO et que je me réinvestissais là-dedans. Et la première personne qui m'a amené une affaire, c'était une esthéticienne qui était en remplacement de la mienne, qui était en congé mater. Et on discute.
Et elle me dit que son compagnon, ça fait des mois qu'il essaye de vendre une maison et qu'il n'y arrive pas. Et puis, en 2 mois, j'ai vendu. Donc, effectivement, ça fait un effet de poudre. Parce qu'en fait, à partir de la première vente qu'on déclenche en tant qu'indépendant, c'est marrant, mais la première déclenche souvent le reste aussi. Et puis après, quand on a des apporteurs, parce qu'on leur explique de toute façon qu'on sera généreux, hein, parce que moi, je donne jusqu'à 10% de la com globale, pas de ma com à moi, à l'apporteur. Et en fait, quand la première fois, ils se rendent compte qu'ils reçoivent le chèque, ça les encourage aussi à parler de quelqu'un qu'ils connaissent et qui a fait ses preuves auprès d'eux par une première vente aussi. Et après, ce qui se construit, c'est que quand on vend des biens, la relation avec les vendeurs, avec les acquéreurs qui achètent le bien, se crée dans la confiance, parce que j'ai ma façon de faire aussi, c'est vrai, mais il y a ce côté, moi, que je défends beaucoup, c'est le côté qu'on peut me reprocher, hein, on m'a reproché une seule fois en 10 ans, c'est le côté où je mets beaucoup d'affect dans l'accompagnement. Et en réalité, ces gens-là, quand ils achètent ou qu'ils vendent, ils vont revenir vers moi en fait. Et souvent, je me retrouve avec des projets acquéreurs derrière aussi de la vente, et où ils me demandent mon accompagnement, donc ils jouent le jeu aussi évidemment là-dessus, mais ça je peux l'expliquer dans un deuxième temps. Et ce qui fait qu'en fait après, le roulement il est là. Et puis il y a des apporteurs, des amis qui commencent, et puis ils se rendent compte de ce qu'ils reçoivent, et ils se disent putain c'est génial. Non seulement elle fait le taf, mes copains sont contents quand je les ai recommandés, mais en plus je gagne à la sortie. Donc c'est tout vertueux en fait. Tant qu'on le fait avec cette empathie. Moi, je pense qu'il faut se différencier là-dessus aussi. Ouais. Oui, finalement, tu n'as pas vraiment de... dis-moi si je me trompe, mais tu ne vas pas suivre tes clients de manière commerciale. C'est-à-dire que ce qui fait qu'ils te recontactent, comment tu continues à garder le lien avec des clients qui ont vendu l'année dernière, il y a 2 ans Il y en a certains qui, par la relation établie, qui deviennent des copains, voire des amis, mais des copains, des relations, parce que je fais une grande différence entre ça, et qui continuent à garder un lien, on boit un verre, on se donne de temps en temps des nouvelles, une bonne année, bon anniversaire, ou des choses comme ça. Donc ça entretient un lien, on se boit un café de temps en temps, et pour ces gens particulièrement. Après, il y a ceux, la transaction passée, je n'en entends plus parler jusqu'au jour où, s'ils décident de revendre, là, ils ont gardé les coordonnées et ils me rappellent pour vendre de nouveau le bien qu'ils ont acheté avec moi et pour revendre. Et souvent, là, c'est le cas récent, je vais rentrer une maison parce qu'il y a une dame qui m'a acheté un appartement. Il y a une de ses amies qui vend sa maison parce qu'ils se séparent le couple. Elle a tout de suite dit à son amie, tu appelles Patricia et tu appelles personne d'autre. Donc c'est ce côté-là qui est fort sympathique et qui entraîne en fait. Et oui, en fait, finalement, on est d'accord que tu cherches avant tout à créer du lien et pas à créer une relation commerciale quand tu suis les gens. C'est-à-dire que tu vas pas les rappeler pour du transactionnel. Tu vas les garder le lien si tu le fais pour vraiment garder une relation avec les gens. Ah oui, c'est le côté très empathique que j'ai. En fait, après, c'est moi. Hein. Après, c'est chacun adapte à sa personnalité. Mais moi, j'ai énormément besoin de la relation. Et je l'explique tout de suite quand je rencontre des gens que la relation de confiance, il faut qu'elle soit bilatérale. Et à partir du moment où il y a cette relation de confiance et le process, comment on travaille, etc., en fait, les gens, il y a un lien qui se crée. C'est indéniable. Et qui est fort sympathique. Et c'est ça que j'aime dans ce métier parce que il nous donne une opportunité quand même qui est absolument incroyable. On rencontre plein de gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie. Parce qu'on est de milieux différents, de couches socio-culturelles différentes, tout. Et ça en fait vachement la richesse. Et il y a ce côté relationnel. Je ne fais pas exprès, c'est ma nature, mais qui s'établit. Et puis après, il y a des gens aussi, il faut le dire, avec qui j'ai plus de relation après non plus, où c'est juste le moment où ça se passe. On ne va pas forcer la relation non plus, non, en fait. Je cherche pas. C'est naturel. Et je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire en plus, et que je vais m'atteler à la tâche cette année, avec ton aide d'ailleurs, je tiens à le préciser, de faire des petits clins d'œil en fait sur une date anniversaire ou des choses comme ça que je n'ai pas mis en place et que je me dis qu'il faudrait que je mette en place. C'est un peu le côté sympathique d'avoir quand même le petit lien
de sympathie qu'on a eue, même si le lien s'est perdu dans le temps, de se rappeler, de dire voilà, j'ai une pensée pour vous, quoi. Ça peut être un moment de reprendre contact. Ouais. Voilà. Ça me rappelle une anecdote que j'avais entendue qui me revient là, mais alors je me rappelle plus dans quelle société c'était, mais où en gros il me semble que c'était justement dans l'immobilier, mais en tout cas c'était sur un pôle commercial d'une entreprise, et ils avaient fait intervenir une personne qui était là pour en gros auditer les commerciaux et aider à améliorer les performances. Et il y avait un monsieur qui faisait 5 fois plus de chiffre d'affaires que les autres, et en fait ils avaient dit il faut que vous regardiez ce qu'il fait parce que nous on aimerait qu'ils soient tous comme ça. Et en fait typiquement, le chef d'entreprise et tout ça, lui, il va s'attendre à un système très cadré où il devait relancer à tel moment, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce monsieur-là, la seule chose qu'il faisait en plus des autres, c'est que pour Noël, il envoyait une carte manuscrite à tout le monde. Pour les anniversaires, il appelait, il notait tous les numéros et qu'il allait boire le café avec telle et telle personne, etc. Donc en fait, il se concentrait pas du tout sur vendre, il se concentrait sur créer du lien. Il prenait du plaisir à ça. Et en découlait finalement les affaires derrière, mais... C'est un fait certain. Oui, en fait, donc on en vient à... On est d'accord qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas faire de l'humain. Ouais. Ah, si on n'aime pas les gens, non. Ouais. Enfin, dans ma conception à moi, parce qu'il y en a qui le font très bien, qui ont le dollar dans les yeux seulement, et je peux comprendre, c'est chacun sa personnalité dans cette histoire. Moi, je ne sais pas faire autrement. Et par contre, la double activité, surtout dans le poste où j'ai, la difficulté, c'est que je manque de temps pour vraiment plus cultiver ce lien que j'adore. Effectivement, ça me manque un peu. Mais bon. On en vient au sujet suivant, qui est donc la gestion du temps. C'est un sujet, ça, dans l'immobilier, qu'on entend tout le temps. Je sais même qu'on a fait, nous, on a fait un petit contenu où on disait justement que, en fait, on parle pas vraiment de gestion du temps, on parle plutôt de gestion des priorités. Parce que le temps, on a tous le même, et que la question, c'est plutôt comment tu vas organiser les différentes tâches que tu as à faire dans le temps qui nous est donné à tous. Et on en a rencontré des collègues, des confrères, peut-être même dans l'équipe, qui ont tendance parfois à être occupés plutôt que d'être productifs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est quoi ton conseil, toi, pour la gestion du temps ? Parce que tu as un boulot qui te prend, on peut le dire, plus de 35 heures par semaine. Oui, et malgré tout, tu arrives à faire tout ça dans l'immobilier. Comment tu gères ton temps ? Alors, de la gestion du temps, alors moi, il faut savoir que mes clients, je ne leur dis jamais que je suis en double activité. Ça ne les regarde pas, c'est mon univers. Et puis, au départ, je me suis dit, de toute façon, ça peut donner l'impression, elle n'est pas pro. Parce qu'évidemment, quand on voit certaines agences qui ont fait des pubs, il est boulanger la nuit et il est conseiller immobilier le jour, pour dénigrer les mandataires, effectivement, on se dit, dans l'esprit des gens, ça peut porter préjudice. Tu leur dis, donc moi, j'en parle jamais. Tu leur dis Par contre, ceux avec qui je crée vraiment beaucoup de liens et avec qui on devient plus des copains et qu'on se voit en dehors par la suite, etc., eux, quand je leur dis, à chaque fois, ça n'a pas loupé, tu te fous de notre gueule. Voilà. Donc c'est super rigolo parce qu'ils n'ont rien vu et c'est juste vraiment de la gestion du temps. C'est-à-dire que, alors moi j'ai la chance que dans le boulot en double activité, qui me prend effectivement 10 heures par jour en moyenne, on peut prendre aussi des demi-congés, on peut prendre des RTT, on s'organise en fait là aussi quand il y a des trucs stratégiques. Mais en fait, j'ai des déplacements. Donc, quand j'ai un appel et que je ne peux pas décrocher parce que je suis au travail et que je scinde vraiment les deux activités, j'ai automatiquement un message automatique qui dit que je vous rappellerai, je suis en rendez-vous à l'heure actuelle, etc. Mais comme je me déplace régulièrement, je ne tarde pas pour rappeler le client. Après, ma force, c'est que je suis en mandat exclusif à 95% des cas. Donc ça aussi, ça donne un côté relax. La seule fois où je ne l'ai pas été, j'étais en signature notaire en plus ce jour-là. Le monsieur, il a appelé l'autre agence dans la foulée. Bon, voilà, on peut louper quand on est en mandat simple, c'est plus compliqué. Ça, je le conçois. Mais on peut être aussi en mandat simple de confiance. Comme là, je vais en avoir un. Ça va être un mandat de confiance. Je leur ai dit, voilà, vous me laissez 2 mois seul et on a convenu de ça. Parce que ça les rassure. C'est morale un petit peu. Voilà, c'est une exclusivité morale. Et en général, quand ça m'arrive, ce genre de choses, j'ai pas de concurrent après. Mais après, voilà, il faut savoir rappeler quand même pas trop dans le temps, laisser pas trop traîner de temps. Rappeler, fixer des rendez-vous en fonction de son agenda, en fait, pas celui du client. Et ça, je l'ai appris du temps de mon père. C'est tu imposes un petit peu tes créneaux aussi à toi. Après, quand on voit que c'est plus compliqué, on va essayer d'adapter. Et après, évidemment, je travaille beaucoup le week-end.
Et je leur dis, moi, de toute façon, je m'adapte aux gens. Et en réalité, quand on conçoit, qu'on se rend compte, les gens, ils sont libres entre midi et 2, ils sont libres en fin de journée, et ils sont libres les week-ends, parce qu'ils travaillent. Donc, en réalité, ma double activité ne me gêne pas dans la gestion du temps non plus. Vous avez les mêmes disponibilités. Voilà, exactement. Et des fois, je les surprends parce que le dimanche, j'essaye de me conserver mon dimanche, mais il y a des moments où je m'adapte et je fais aussi le dimanche. Et donc, ça les surprend, mais je dis oui, mais c'est ça, être indépendant, c'est la flexibilité totale, donc c'est génial. Et après, pour les rendez-vous découverte clients, découverte du bien, etc., je les cale systématiquement le samedi matin, parce que je veux être large en temps. Ou je le cale en fin de journée. Je leur octroie 2 heures la première fois minimum. Je leur demande 2 heures pour prendre contact, expliquer comment je bosse, découvrir le bien, entre guillemets, sommairement. Et je leur dis au deuxième rendez-vous, par contre, je vais vous octroyer au moins 4 heures où là, je vais venir, je vais creuser plus de choses, demander plus d'informations et prendre le temps de faire des très belles photos, etc. etc. Donc là, je leur mobilise et en général, les gens, s'il y en a 4 heures à demander, c'est le week-end, hein. C'est pas un autre moment. Donc, ils ne voient pas qu'on est en double activité. Et c'est le côté facile, en fait, fluide. C'est une organisation, en fait. Par contre, il faut être très rigoureux et avoir un agenda où on centralise tout, qui devient un pense-bête, qui devient tout. Hein. C'est l'agenda, c'est l'outil magique, en fait, auquel je me réfère énormément. Voilà. Après, je dors pas beaucoup. Bon, j'ai un tempérament à pas dormir beaucoup, donc ça va. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, les avis de valeur qui me prennent 3-4 heures l'unité, c'est du temps que je passe sur ma soirée, hein, où je ne suis pas devant une série, je ne suis pas devant un bouquin. Voilà, c'est du temps que j'octroie, effectivement. Je travaille beaucoup, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ça, finalement, qui fait que... Parce que quand tu as cette situation et quand tu as cette organisation que tu as, tu peux pas prendre du volume, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire je vais prendre 5 mandats pour faire une vente, ça n'existe pas. Donc tu l'as dit, tu travailles 95% en exclusivité. Ouais. Tu sors quasiment tous les biens que tu rentres, sauf exception, mais généralement tu le sais et tu le... À 90%, on va dire. Ouais. Voilà. Évidemment, c'est très loin. Donc, je sais pas, pour info, pour ceux qui nous regardent, si on oublie la notion d'exclusivité de mandat simple, un mandat en France, il aboutit à une vente dans 29% des cas, je crois. Les dernières stats, ça tournait autour des 30%. Donc 3 fois moins que ce que tu fais toi. Évidemment, c'est peut-être aussi ça qui fait que les gens te rappellent. Comment tu fais pour vendre un mandat à tous les coups, pour t'assurer que le mandat sort quand tu le rentres au début? Ça passe par quoi? Plusieurs étapes, j'imagine. Alors déjà, donc le premier rendez-vous, je prends du temps pour comprendre le projet des personnes. Je suis devenue malheureusement une spécialiste des divorces aussi, qui parfois sont très tendus et que j'arrive à calmer le jeu et que tout le monde soit autour de la table. Jusqu'à présent, je touche du bois d'échec là-dessus. Même quand il y a des juges, des avocats au milieu, je suis arrivée à accompagner là-dessus. Donc le premier rendez-vous est crucial parce que c'est vraiment l'écoute de la personne, de leur projet. Il m'est arrivé, pour anecdote, un bijou avance dernièrement, une maison, où j'ai découragé les propriétaires de vendre par rapport à ce que je comprenais de leur histoire, de leur objectif, etc. Et je leur ai trouvé une autre solution. Voilà. Après, donc il y a toute cette découverte, la découverte du bien, et l'avis de valeur va être un cap important. Ou si les personnes t'écoutent sur ton avis de valeur, où tu vas vraiment leur montrer que la fourchette idéale, c'est celle-là. Déjà, s'ils respectent la fourchette dans laquelle tu es de départ, ça aide vachement, parce que ça veut dire que ton bien, il est placé au prix du marché. Et du coup, il va attirer l'acquéreur beaucoup mieux. Parce que moi, je me retrouve confrontée, par contre, les rares fois où j'étais en mandat simple avec des concurrents, il y a une telle guerre des mandats que les gens prennent le prix du vendeur. Ils ne cherchent même pas à faire un avis de valeur. Quel prix vous en voulez? Et puis ils mettent au prix. Et donc, quand moi j'arrive avec mon avis de valeur, où je déçois, ou parfois ça peut surprendre, mais c'est souvent on va te décevoir. Moi, sincèrement, je vous le dis, je prends pas le mandat s'il y a un gros écart. C'est pas la peine. Si maintenant, sur une villa, on est autour des 30, 50 000 de plus, je leur dis OK, on essaye un mois. Mais attention, la fourchette, rappelez-vous laquelle elle est. Et je les ramène vers la réalité, voilà. Mais l'avis de valeur, c'est la première chose. Ensuite, quand on va le présenter, ce lien avec les gens. Et après,
ce que j'exige beaucoup des vendeurs, c'est de la transparence sur tout. Je creuse énormément sur un bien. Même s'il y a un dégât des eaux à un endroit, je veux le savoir. Je veux tout savoir sur le bien, l'histoire même s'il faut, parce qu'il y a des biens qui ont une histoire aussi. C'est important de la connaître. Et puis après, il y a toute la fiche descriptive. Qui est pas juste voilà les caractéristiques du bien, ça m'intéresse pas. Je vais essayer de valoriser justement tout ce qu'il y a, et parce qu'en fait une visite c'est quoi? Une visite, si tu ouvres la porte, tu dis c'est le séjour, ils ont pas besoin de toi. T'as aucune valeur ajoutée là-dedans. Il faut par contre leur raconter ce qu'ils ne savent pas, qui ne se voient pas, et leur apporter tous les atouts, mais aussi les faiblesses. Faut pas se le cacher. C'est pour ça tu vois, hier soir, mes clients, c'est une belle maison où je suis censée rentrer, mais j'attends, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, mais je leur ai expliqué, je leur ai dit, moi j'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous promettre de vendre votre maison. Par contre, je vais tout mettre en œuvre. Mais je leur ai dit, par contre, il faut pas m'attendre à faire l'agence de tourisme. Hors de question. Donc, c'est quand la rencontre acquéreur, elle est aussi très importante. C'est d'être franc, d'être direct avec eux. Et moi, je me retrouve suite à un échange avec un acquéreur où ça déclenche pas forcément la visite, les gens ils me disent mais vous pouvez pas vous occuper de ma recherche aussi? Et je me retrouve avec des recherches acquéreurs, ce qui est beaucoup plus compliqué et phagocytant. Donc il faut qu'ils jouent le jeu aussi. Ça c'est un autre sujet. Mais dans la recherche acquéreur, en fait on va qualifier l'acquéreur aussi. Et le côté financement, tout ça avant de déclencher une visite. Parce que quand on va à la visite, on se dit ok, là il y a un potentiel de vendre. Là on va amener pour faire matcher les désirata des uns des autres, et c'est que ça match. Voilà. Donc, les visites, j'en fais pas à tire-larigot, mais quand je la fais, je me dis, OK, là, il y a une possibilité que ça fonctionne. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Franchement, je sais pas, j'ai peut-être de la chance aussi. Moi, je retrouve beaucoup quand même dans tout ce que tu dis là, une notion de qualité avant la quantité. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont tu le dis, un bien qui est pas au prix, tu le prends pas. Non. Un bien avec trop d'agence, tu le prends pas. Un acheteur qui est pas suffisamment sérieux, tu le prends pas non plus quelque part. C'est-à-dire tu vas pas aller jusqu'à la visite. Donc en fait, on revient un peu à la même chose qui est que tu optimises ton temps au maximum. C'est un peu, on entend tout le temps dans l'immobilier, tu sais, la fameuse la loi de Pareto, les 80-20, il faut se concentrer sur les 20% et pas sur les 80%. Donc les 20% qui amènent le plus d'activité, sous-entendu. Et en gros, ce qui fonctionne le mieux pour pas se fatiguer aussi. Je retrouve beaucoup ça dans tout ce que tu dis sur toutes les différentes étapes en fait. Parce que donc tu vas passer plus de temps sur la vie de valeur, mais du coup tu vas avoir beaucoup plus d'armes typiquement pour justifier ton prix et beaucoup plus de mandats au prix finalement, puisque tu ne prends pas si c'est pas le cas. Beaucoup plus de travail en fait à chaque étape de la mise en vente jusqu'à la vente, mais du coup tu te retrouves qu'avec des affaires qui sont où tout est... toutes les étoiles sont alignées, quoi, les planètes sont alignées. La plupart du temps. Après, je me suis gaufrée, parfois, ça peut arriver aussi. Notamment, je pense en ce moment à une maison dans le Var, où je voulais justement travailler avec une de mes petites associées en partage, mais où finalement, je pense que... Alors, ils m'ont pas écouté au départ, sinon on l'avait vendu, c'est vrai aussi. Bon. Mais maintenant, ils sont plus capables d'écouter les conseils. Donc, on peut se gaufrer aussi. Mais c'est surtout ce côté aussi très important, c'est l'écoute. Écouter le vendeur, les vendeurs, leurs projets suivants, machin. Parce qu'il faut savoir aussi décourager de vendre ou décourager d'acheter. Par exemple, en recherche acquéreur, souvent les recherches acquéreurs les plus qualifiées que j'ai, c'est très souvent soit des amis qui ont été dans un process de vente avec moi et qui recommandent, et je leur explique qu'est-ce que je veux si on est dans un process acquéreur en confiance. Mais typiquement, c'est aussi des vendeurs qui cherchent le projet suivant et qui ont créé ce lien avec moi. Mais parfois, moi, mes acquéreurs, quand on visite ensemble, parce que dans ce cas-là, on fait souvent des ventes en partage, surtout si c'est pas ton périmètre, comme Nice. Moi, c'est pas mon cœur d'activité, Nice. Mais quand j'accompagne des gens, ça m'est arrivé, on sort avec les clients, ils sont enjoués. Sur le coup, je dis rien face à mon collègue, je dis rien, je dis oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci aussi, effectivement. Je donne des conseils parce qu'il y a aussi une capacité, ça c'est important dans l'IMO, quand on est conseiller immobilier, il faut savoir se projeter. Et créer des solutions, trouver des solutions d'aménagement, de plein de choses. Parce que les gens, à 85%, ne savent pas se projeter. Donc, il faut les aider aussi à ça. Mais il y a des acquéreurs, des fois, qui sortent qui se projettent trop, au contraire. Et qui me disent « Ouais, alors Patricia, on débrief. » C'est très vite fait, vous ne l'achetez pas.
Vous êtes agent immobilier, vous êtes sûr que vous voulez vendre? Ben oui, mais par rapport à votre vie. Et puis, il y en a qui s'entêtent, parce que le couple avec qui je suis devenue très liée, qui ont finalement, j'ai trouvé la pépite à Cagnes-sur-Mer, au départ, sur un appartement de Nice, c'était « Ah non, mais moi, je m'y projette vraiment, c'est un coup de cœur et tout. » Ok. Mais par contre, l'offre, vous la faites autour de ça, parce qu'au-dessus, ça ne vaut pas. Donc, j'avais proposé une offre à 410. L'agent immobilier qui était en face, il y avait 3 visiteurs le même jour. C'est un peu moi, je déteste ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, il m'a dit, non, mais voilà, c'est 425 parce que sinon, les acquéreurs précédents veulent le bien, machin, etc. Moi, j'ai appelé mes clients, j'ai dit, voilà, le monsieur, il en veut 425. Donc, c'est à vous de décider. Il y a 15 000 de trop, à mon avis. Mais comme c'est pour faire jusqu'à la fin de votre vie maintenant dedans, 15 000 euros, qu'est-ce que c'est au final étalé sur les années de vie? Moi, voilà. Donc, ils ont voulu enquiller. Sauf que je sentis qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça n'a pas loupé, il y avait une entourloupe derrière. Donc, on s'est désisté très, très vite de l'offre qu'on avait faite. Et tant mieux, puisque après, on a trouvé une pépite en collaboration avec une fille super que j'ai découvert grâce à ça aussi. Et voilà, mais il faut savoir dire non aussi à l'acquéreur qu'on accompagne. Enfin, lui dire ce qu'on pense, honnêtement. En fait, plus tu es transparent, que ce soit sur le process de vente et sur le bien que tu présentes à un acquéreur que tu as à la vente, plus tu as cette transparence, plus tu connais parfaitement ton bien, plus ça se passe bien en fait. Parce que la confiance, elle s'établit là aussi. C'est quand tu ne caches rien, que tu démontres que tu es simple et sobre. Si tu veux, je te donne un exemple. Lors d'une visite d'une baraque d'une baraque, c'est pas joli le mot, d'une belle villa à la Gaude, les acquéreurs, profil ingénieur, alors je le dis en plaisantant, mais c'est des gens très précis. Et il faut que ça soit précis. Mais je ne savais pas qu'ils étaient ingénieurs au départ. Et dans la visite, chaque fois qu'ils me posaient une question, j'avais la réponse, puisque j'avais fouillé avec les vendeurs toutes les... Et quand on ne sait pas, par contre, il faut dire ça, par contre, là, je ne suis pas certaine, je reviens vers vous. Et revenir tout de suite vers eux dans la journée. Mais là, il me dit ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît son bien comme vous le connaissez. Et moi, je dis mais c'est normal ah non, c'est pas tout à fait normal, non. Je vous assure que c'est pas normal, Patricia. Bon, ok, c'est ça, c'est cette transparence, connaître ton bien, avoir posé toutes les questions pour avoir le maximum de réponses. Après, il y a des moments, oui, il y a une question. Moi, la première fois qu'on m'a posé, c'était en 2017, je m'en souviendrai toujours. Est-ce qu'il y a un puits perdu? Qu'est-ce que c'est un puits perdu? Et j'ai alors là, j'ai pas posé la question, je reviens vers vous dans l'après-midi. D'abord, je me suis renseignée ce que c'était un puits perdu, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est normal, chez nous, il n'y en a pas. Ah ouais? Non, il n'y en a pas dans notre région. Ah ouais? Ah ouais, on avait eu pour une maison à la Gaude. Eh ben, c'est extrêmement rare. Et une autre, enfin, il y avait une maison à la Gaude où il était censé en avoir un, et je crois qu'il n'avait pas fait du coup non-conformité, et c'est là qu'on a abordé le sujet. Mais peut-être que ça venait de la... Comment dire? De sa position, quoi. Elle était vraiment en flanc. Donc il devait y avoir un puits perdu en contrebas. Mais c'est très rare. C'est très rare. Donc je me suis renseignée. Après, j'ai quand même rebouclé avec le propriétaire et effectivement, il n'y a pas de puits perdu. Mais c'est le genre des questions, des fois, on est pris au dépourvu parce que on a beau essayer de tout creuser, tout bien faire, on n'a pas la science infuse. Ouais. Et aussi, pareil, quand ceux qui s'improvisent, on va dire connaissance, artisan, machin, moi, chacun ses compétences. Je me suis encadrée depuis 10 ans, je travaille avec les mêmes, enfin je recommande, après ils font ou pas à faire, ça ne me regarde pas, mais j'ai les mêmes artisans, dans tout corps de métier, je sais, pas notre métier, l'électricien, le plombier, le maçon, j'ai la courtière avec qui je travaille main dans la main, avec chacun d'eux. Et donc quand un client, c'est pareil, il faut pouvoir dégainer, si quelqu'un est hésitant sur un appart parce qu'il a peur des travaux, il faut pouvoir lui proposer une contre-visite avec les artisans qui vont le rassurer, l'accompagner sur son budget qu'on a cadré préalablement, et ainsi de suite. C'est vraiment tout cet accompagnement, cette transparence qu'il faut avoir. C'est important. Oui, c'est là qu'on reprend vraiment en fait le terme de conseiller. Parce qu'il y a ce truc un petit peu, t'en as beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a, pour les R1, les rendez-vous d'estimation, peu importe comment on les appelle, il y a ce truc un petit peu où quand tu commences et que tu n'as pas forcément d'expérience dedans, tu vas un peu voir ça comme un exposé. Alors qu'au contraire, pas du tout. Si c'est toi qui parles plus que la personne en face, normalement, c'est qu'il y a un problème, entre guillemets. C'est le client qui doit parler.
Et c'est une erreur qu'on voit beaucoup, enfin j'ai l'impression en tout cas, et même dans les personnes qu'on a accompagnées ces derniers mois, là encore, on a pas mal de gens qui demandaient des conseils commerciaux et qui nous disaient, je pense à Virginie justement, qui était dans le même réseau que nous, et qui disait mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, et non pas qu'est-ce que je dois demander. Oui. Et il y a vraiment ce truc où c'est le client qui doit parler le plus attention, normalement. Je me permets de te couper, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on a à dire nous, comment on travaille. Oui, ça c'est la fiche de bien finalement, et la stratégie que nous... Alors, je parle pas forcément de stratégie au premier rendez-vous, mais je leur explique mon mode de... Ta mentalité. L'étape et comment je vois l'accompagnement, le lien qu'il y a besoin d'avoir, et je leur explique. Moi, je mets de l'affect dans le travail, j'utilise c'est ma marque de fabrique. Voilà, c'est comme ça maintenant. J'ai appris à l'accepter aussi parce que pour moi, c'est difficile d'accepter les compliments. Mais j'ai appris à accepter les compliments et à me dire que finalement, ouais, je suis pas mal, je me débrouille bien. Mais c'est vrai que d'expliquer aussi, après avoir bien écouté, bien cerné le projet, il faut aussi dire comment on voit les choses, comment on travaille, comment on va être transparent, qu'est-ce qu'on fait sur la qualification des acquéreurs, comment on amène. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Ça, c'est un sujet aussi pareil. Et après, on va adapter. Moi, je me souviens quand je transmets à ceux avec qui s'associent, on va dire à moi, ou qui veulent être conseillés par moi, qu'ils soient d'autres réseaux ou pas, je m'en fous. Moi, c'est vraiment pas le truc qui me dérange. Mais quand on me demande des conseils, je dis je leur explique comment moi je fais. Et je dis mais par contre, c'est très important. Adapte-le à toi, qui tu es toi. Parce que ça aussi, c'est important. C'est de savoir être soi-même. En fait, je pense que dans l'IMO, il y a ce que me renvoient les gens, acquéreurs-vendeurs, ils me disent vous êtes différente parce qu'en fait vous vous occupez de nous et pas que du bien. Et c'est ça qui manque, c'est ce lien ce lien humain qui se perd un peu et qui est dans le monde parce que c'est un monde des affaires. L'immobilier c'est des affaires en fait, et ça se perd un peu. Et ce côté-là, compléter avec l'affaire, ça aide. Voilà. En 10 ans, j'ai eu une seule cliente récemment, à l'acte authentique. J'ai rien vu venir, où je me suis reçu une rafale, alors que le notaire me complimentait sur la transaction, que l'acquéreuse, j'ai été invitée à sa crémaillère, super contente, mais j'ai rien vu venir, parce que la personne n'a pas été franche en fait, et c'est dommage. Mais j'ai rien vu venir. Et puis les reproches que j'ai eus, pour moi, ne sont pas justifiés du tout. Mais parce que ça aussi, pareil, quand on fait une erreur, il faut savoir le dire. Ouais, merde, là j'ai fait une erreur. Effectivement, vous avez raison, j'ai fait une erreur. Et ça désarme les gens. Du coup, ça désamorce aussi le conflit. Et derrière, corriger son erreur. Ou faire un geste commercial ou quelque chose. Ça m'est arrivé une fois et les gens ont super apprécié. Et puis voilà, on est toujours en bon terme et ça se passe bien. Mais voilà, c'est ce côté humain. Moi, je pense que l'IMO, il faut pas oublier ça. Et il y en a trop qui ont oublié ça. En fait, toi, ton marketing entrant, tu le crées avant tout en améliorant toujours la qualité de tes services, quoi. C'est-à-dire que les gens, si tu as autant de personnes qui te contactent et qui te rappellent, c'est avant tout parce que tu t'es placé au-dessus dans la qualité du service. Et dans la confiance. Et dans la confiance, oui. Qualité. Quand je dis qualité du service, c'est pas forcément que dans l'aspect transactionnel, c'est même dans le lien que tu crées, en fait. Et on revient toujours dans ce truc où parfois, quand on parle marketing et même quand les gens ont des questions marketing et communication, ils sont sur quelque chose de très impersonnel et impersonnifié en fait. Ils enlèvent la relation, tu vois, et l'humain de ça. Typiquement, quand ils s'imaginent, quand on parle de créer sur les réseaux sociaux, ils vont penser à quelque chose de très commercial, très publicitaire, très lisse. Ils disent non mais je veux pas me montrer, j'ai honte de me montrer moi, je veux pas que les gens me découvrent moi, etc. Et pourtant souvent on leur dit mais quand vous allez arriver en rendez-vous, c'est vous qui vont voir. C'est ça. S'ils voient quelqu'un de totalement différent de la personne qu'ils ont vue par exemple sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais tout à fait. On a tellement de mal quelque part à, j'allais dire, se faire aimer, c'est pas le mot, mais on dit, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. Parce que nous, on dit le triangle finalement de ce qu'on recherche quand on communique de manière générale, que ce soit sur notre marque personnelle, nos services, peu importe, on dit toujours se faire apprécier, connaître et gagner la confiance. Apprécier, connaître, confiance, c'est les trois. Et c'est déjà tellement difficile de faire ça
que si vous le faites avec un masque quelque part, sans vous montrer vous, au moment où vous allez arriver au rendez-vous, les gens vont se dire « Ah bah non, mais c'est pas la personne qu'on a vue, c'est pas la personne qu'on veut avoir. » Donc je retrouve quand même beaucoup dans ta manière de fonctionner ce côté n'ayez pas peur d'être vous-même un peu, c'est un peu bête, hein, mais exactement. Et il y a des gens qui, typiquement, toi, il y a des gens avec qui ça ne passait pas, il y a des clients avec qui le contact passait pas, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux attirer les clients qui vous ressemblent, quoi. Oui, et puis il y a ce côté, le côté, on va dire, franc, direct. Ils apprécient parce qu'en fait, je pense qu'il y en a certains qui ont été déroutés au départ par le côté franc et direct. Mais je vois là maintenant, en fait, plus ça va, plus on ose en plus être justement très nature, très machin. Et si je peux te raconter une anecdote, moi je me souviens, j'avais un cas de conscience, parce que comme je mets beaucoup d'empathie, le même jour, j'avais un couple d'acquéreurs super enjoués par la maison. Donc je savais que j'allais avoir l'offre, mais j'étais harcelée parallèlement par une dame qui voulait absolument la maison, qui me parlait de paiement cash, qui me parlait de ceci, de cela. Donc cas de conscience, parce que bon, c'est pas fait d'un côté, machin, donc je dis ok, j'appelle la personne. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé 2 autres personnes, sa sœur et son père, et j'ai pas été peut-être délicate sur le coup, parce que j'étais mal à l'aise. Et en fait, après coup, j'ai parlé avec ce monsieur que j'avais reçu un peu, pas aussi sympathiquement que d'habitude, quoi, un peu tendu. Et je dis, vous savez, Philippe, je suis vraiment désolée, je vous prie de m'excuser parce que je sais que le premier rendez-vous qu'on a eu, j'étais pas forcément sympathique ou il m'a dit, mais vous inquiétez pas, on a compris comment vous fonctionnez et ça nous va très très bien, ne changez rien. Donc, je dis, ouais, mais enfin, quand même, je tenais à m'excuser. Il me dit, c'est oublié, c'est déjà oublié, voilà. Donc il y a ce côté, il faut pas hésiter à être soi et en faisant attention quand même à pas heurter parfois parce que la franchise ou le côté directif parfois, ça peut aussi, voilà. Mais c'est rigolo de voir des réactions de gens. Tu as des moments quand tu vois d'être toi aussi, il y a ça. Je me souviens d'être arrivée dans un appart où là c'était une dame dont j'avais vendu le bien et qui avait acquis le 2e bien avec moi. Et son esthéticienne lui dit « Oh là là, on n'arrive pas à vendre notre appartement, ça fait 6 mois qu'il est à la vente. Oh, mais je connais super, machin. Okay. » Je suis arrivée là-bas, au départ, particulièrement le compagnon de madame, d'une froideur, parce que complètement déçu en fait, et méfiant des agents immobiliers. De notre profession, oui. C'est souvent donc je suis arrivée, j'ai écouté la première chose, moi je m'assois toujours avec les gens pour essayer de discuter. Et au début, donc moi j'étais face comme ça, lui était en face, mais en fait il s'était mis en parallèle de la table et il regardait dehors. Et la dame était à côté. Et au fur et à mesure que je parlais, il a pivoté. Il me dit ouais, en fait on a eu des couillons avant. Alors ça me fait mal parce que quelque part je me suis dit waouh, c'est un peu raide pour les autres, mais en fait les 2 agents immobiliers qu'il avait eu avant, ils n'avaient même pas pris le soin de faire cette découverte client. Ils n'avaient pas pris le soin de prendre en détail la description du bien. Ils avaient fait juste un coup d'œil comme ça, ils s'étaient ressortis, ok, et puis ils ont sorti un avis de valeur au doigt mouillé quasiment, puisque c'était non, nous on pense que vous le vendrez tel prix. Donc en fait, c'est ce côté-là que je vous dis d'être vous-même et d'écouter, d'accompagner, d'expliquer comment on bosse en toute transparence, ce qu'on a vu, le potentiel de l'appart ou de la maison, dire ok voilà, par contre j'ai vu qu'on peut améliorer et proposer d'autres choses, etc. Et les gens comprennent qu'en fait on ne va pas s'occuper que d'eux humainement, on s'occupe du bien et de la mise en valeur du bien aussi, d'apporter un plus. Et voilà, il faut rester soi, il ne faut pas hésiter. C'est dans ce monde de froideur, de réseaux sociaux, de derrière un téléphone, un machin, ça se perd, donc il faut être soi, vraiment. On revient beaucoup en fait à la marque personnelle, quoi. C'est-à-dire n'essayez pas de lisser votre marque et d'être l'agent immobilier qu'on voit dans ce qu'on appelle les stock shots, les vidéos préfaites et tout. Et il faut vraiment attirer les clients qui vous ressemblent en ayant une communication qui vous ressemble, quoi. C'est ça. Être nature, c'est important. Être nature et puis faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, mais faire ce qu'on dit aussi. Voilà, pas surprendre dans le mauvais sens. C'est-à-dire vraiment ce qu'on dit qu'on va faire, il faut le faire. Oui, toi, ta marque personnelle, c'est ça. C'est beaucoup cette droiture, ce professionnalisme, d'être carré dans les choses. Ouais.
Oui, ça regroupe. C'est hyper tout ça. important. Et alors pour conclure, j'ai envie de dire presque, qu'est-ce que tu... On en a parlé un petit peu, mais si tu avais quelqu'un qui commençait l'immobilier aujourd'hui, peut-être qui viendrait vers toi ou autre, et que tu devais lui donner un peu un plan d'action qui part de zéro, par quoi il doit commencer et qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que tu lui dirais pour justement qu'il puisse réussir dans ce métier? D'abord, là, j'ai un jeune que je vais former qui connaît rien à l'IMO, mais qui est très curieux, très demandeur. La première chose, c'est d'être en binôme, d'être volontaire, d'aller en binôme et d'observer. Et en plus, ce qui est drôlement bien, c'est que quand on a un novice ou même un pro qui vient, par exemple, tu présentes un bien à toi, mais à ses clients à lui, tu dis, tu m'observes et tu n'hésites pas à me critiquer parce que ou à me dire tiens j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ci, parce que cet échange-là va te faire aussi grandir toi et voir une autre perspective de ce que tu peux transparaître, de ce que tu peux donner comme image, comme façon d'être, etc. Et donc moi j'hésite pas à leur dire, même si tu es novice, fais-moi un retour sur comment tu as perçu le truc, comment tu as perçu mon attitude, est-ce que tu aurais fait un truc de plus, un truc de moins, et ça il faut pas hésiter de leur dire, parce que c'est pas parce qu'ils sont novices qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se recevoir dans ce relation client. Après donc d'être beaucoup dans l'accompagnement, voir les R1, les R2, les visites, etc. Regarder. Apprendre évidemment avec la personne qui a de l'expérience, mais pas que. Et tu vois, là, le jeune, je vais te l'envoyer à toi, je vais l'envoyer à Michel, je vais l'envoyer à Alain. Il va voir les différentes façons parce qu'il va s'enrichir des différentes personnalités de l'équipe et prendre des trucs de l'un de l'autre. Moi, je me souviens d'un agent immobilier qui en fait, c'était pas présenté en tant qu'agent immobilier parce que là, il venait en tant qu'acquéreur. Et donc, je fais ma visite à ma manière aussi parce que ça aussi, c'est ta façon de faire ta visite. Je fais la visite, machin, etc. Et puis à la fin de la visite, il me dit, écoutez, Mme Franceschi, voilà, je suis agent immobilier. Et il me dit, j'ai adoré votre façon de faire. Et on a débattu sur le monde des agences. Il m'a dit, moi, si vous venez de travailler en agence, venez chez moi. Jamais de la vie, je retourne en agence, comme je te l'ai dit au départ. Mais on a discuté sur le monde des mandataires, sur le monde des agents immobiliers. Et on s'est expliqué plein de choses. Et c'était très sympathique. Mais il m'a dit, j'ai chopé quelques idées de votre façon de faire. Et il me dit, ça serait peut-être chouette qu'on se revoie, que je vous explique moi un petit peu mes techniques sur des trucs. Et je trouve ça super enrichissant, en fait, d'être capable de se dire, de se remettre en question aussi, de se dire, ben tiens, il y a des choses où je dois progresser encore aussi. Parce que ça aussi, dans l'IMO, tu peux toujours progresser. Oui, puis on est quand même dans un métier qui change énormément. Oui. On dépend énormément de la législation qui change tout le temps. C'est ça. On dépend de... Enfin, on a un peu ce syndrome de l'entrepreneur qui fait qu'en fait, on doit avoir plein de casquettes, la casquette commerciale, marketing, service client, technique presque. Sur certains trucs, donc, en fait, alerter, machin. C'est beaucoup de choses. On doit avoir une veille qui est constante, quoi. Donc, si un novice qui commence, il faut non seulement ça, qu'il observe, qu'il accompagne, de toute façon, il y a la loi Allure, donc il va devoir se former les 42 heures, là, donc ça, c'est très bien aussi. Et après, de lui expliquer qu'il faut vraiment qu'il parle avec les copains, de dire qu'il va, ça y est, il se met dans l'IMO, qu'il commence, et que voilà, de penser à lui, etc. Si jamais il y a un bien qui est autour dans les connaissances qui va se vendre, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je crois que c'est énormément le bouche à oreille qui fait la différence. Et ce que je lui expliquerais ce que je lui expliquais d'ailleurs déjà à ce petit jeune, c'est de lui dire attention. En fait, un client satisfait va t'en emmener d'autres. Par contre, un insatisfait, il peut t'en enlever des clients et te faire une mauvaise réputation, tout ça. En fait, on est en plein dans le sujet de la notoriété. Oui. C'est-à-dire vraiment, la notoriété de marque. Quand on parle de ça, souvent les gens ils s'imaginent qu'on parle d'être connu par 10 000 personnes, mais pas du tout. C'est très 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 local. Mais en fait, tu parles du bouche à oreille, mais c'est même plus large que ça. Le fait de développer, nous on dit toujours justement, on parlait entrant et sortant tout à l'heure. On dit toujours quand vous faites du sortant, donc typiquement quand vous faites de la pitch téléphonique, du porte-à-porte, que vous allez voir les gens qui vendent directement, certes vous pouvez aller vous chercher des affaires pour demain, pour la semaine prochaine, pour dans 2 semaines. Et nous-mêmes, les gens qui ont besoin vraiment à tout prix d'avoir des affaires, on les redirige vers ce type de stratégie. Mais on leur dit aussi attention, la deuxième partie, ça va être d'anticiper et de prévoir ce marketing entrant sur le moyen long terme, c'est-à-dire justement de faire exactement ce que tu as dit, commencer à construire le bouche à oreille, mais même plus largement la notoriété
et le fait que voilà, il faut que vous puissiez développer ça pour que dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 3 à 6 mois, hein, mais pas dans les mêmes mesures, il y a déjà des gens qui vous contactent parce qu'ils vous connaissent. Après, il y a aussi une autre façon de faire. Si moi j'étais à 100% du temps vraiment IMO, il y a aussi développer l'endroit où on vit. Oui. Vraiment faire connaissance avec les gens dans dans la petite ville où on est, même dans un quartier un peu élargi, de se faire vraiment connaître, parler avec les gens, plaisanter dans la rue. Moi, ça m'est arrivé des fois de plaisanter dans la rue avec des gens. Ils me disent mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis je suis conseiller immobilier. C'est trop chouette, machin. Et puis parfois de laisser ma carte du coup, et puis ça donnera peut-être un jour un contact supplémentaire. C'est ce qui m'est arrivé avec une fleuriste. Elle m'a envoyé des gens. Alors bon, là c'était pour de la location, donc j'en fais pas, mais elle avait pas pensé que j'en faisais pas. Donc voilà. Mais c'est effectivement, si j'étais à 100%, je pense qu'aussi il y a ce côté de passer, de se donner un but. Et ça, Philippe, qui est à 100%, avec qui j'échange et qui est sur Bordeaux, et c'est comme ça qu'il a fait aussi sa notoriété à lui. Il a tous les 15 jours, il passait exactement dans les mêmes quartiers, dans le même truc, reparler avec machin, et il discutait. Mais comme il s'intéresse à l'humain, pareil, il savait que le chien de la dame, il s'appelait comme ça, et il dit alors, comment il va votre chien? Et il donnait le prénom. S'intéresser aux gens, connaître, parce qu'il y en a beaucoup qui du coup vont parler de leur famille, parce que quand on est en nature, ça va apporter des confidences, des machins, oui, j'ai un fils, il est à Paris, de se souvenir de ça. Alors, et après, il y a la technique de noter, parce qu'on peut pas tout mémoriser, mais c'est vrai que quand on va re-rencontrer, relire avant, parce que ce lien-là, il est super aussi. C'est là que c'est important d'avoir un CRM ou exactement. Une plateforme de suivi. Et là, moi, par contre, c'est une faille chez moi, puisque je peux pas me le permettre en double activité, c'est très compliqué ce genre-là. Et ça, c'est quelque chose de plus qui est à vraiment cultiver. Ça, j'en suis persuadée aussi. En plus, au moment, alors un peu par hasard, mais au moment où on tourne cette vidéo, aujourd'hui, on a une vidéo qui sort qui s'appelle justement le géofarming. Donc, ce sera la vidéo juste avant celle-ci quand elle sortira, et qui parle justement de ça, de cette notion d'être présent sur une zone géographique, à la fois en bouche à oreille, sur le terrain, d'être vu, mais d'être aussi présent sur les réseaux, parce qu'on parle, pour ceux que ça intéresse, on parle un petit peu de YouTube dans cette vidéo, de comment justement vous pouvez vous retrouver en résultat de recherche quand quelqu'un va taper le nom d'un quartier, le nom d'un commerce, le nom de ces choses-là. Mais on ne parle pas que de ça, parce que on est vraiment... en fait, ça me fait beaucoup penser à ça, de cette notion d'être vu partout, pas trop non plus, mais quand on pense à, typiquement tu parlais de Philippe, de cet exemple-là, quand on pense au nom du professionnel, on se dit je l'ai vu dans la rue, j'ai vu un panneau, je l'ai vu sur internet, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est ça. Développer cette fameuse notoriété grâce à ces différents supports en fait. Exactement, et je pense qu'aujourd'hui, le petit jeune, je lui dis, ça il va falloir que tu t'inspires de Séverin sur le côté marketing digital, c'est important. Aujourd'hui, c'est une évidence. Moi, je suis de la vieille école, quelque part. Éduquée par mon père, par l'agence, tout ça. Et le monde des agences de l'époque. Moi, j'ai ce côté old school, un petit peu, effectivement. Et aujourd'hui, la jeune génération, elle doit cultiver ce côté old school. J'en suis persuadée. Mais aussi ce côté marketing. On est obligé d'y passer. Parce que les influenceurs, voilà, c'est la preuve. En fait, il faut se faire connaître aussi de cette manière-là. Tout devient... Multiplier les supports, Tout devient lié, en fait. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est que il faut pas... En fait, alors il y a quelque chose que, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais on en parle beaucoup en anglais, mais pas beaucoup en français. En anglais, ils appellent ça le syndrome de l'objet brillant. C'est cette attitude ou cette mentalité qu'on a souvent dans l'immobilier, ou que beaucoup de gens ont dans l'immobilier, qui fait qu'ils vont toujours aller chercher la stratégie qui marche le mieux et donc jamais prendre le temps de mettre en place une chose. Tu vois, ils vont par exemple, ils vont voir cette nouvelle stratégie, et ils vont se dire ah ouais c'est trop bien, et puis ils vont regarder pendant une semaine ou deux, puis il va y avoir quelque chose d'autre qui va attirer leur attention, et en fait donc c'est toujours, on cherche l'objet brillant, on cherche la meilleure chose, mais la réalité c'est qu'en fait constant. Voilà, c'est ça. Tout fonctionne dans une certaine mesure à condition d'être constant.
Et c'est pour ça que, typiquement, même nous qui parlons beaucoup de digital, on est aussi conscient qu'il y a encore des conseillers immobiliers qui font un boulot incroyable avec que du porte-à-porte ou avec que du relationnel classique et traditionnel. Donc, en fait, il n'y a pas une stratégie magique qui marche et pas les autres, quoi. Mais par contre, il faut être constant dans une chose, d'autant plus dans les réseaux sociaux, parce que là, il y a encore la notion d'algorithme qui récompense le fait que vous soyez constant. Mais trouvez ce qui vous correspond et faites-le à fond, quoi, en fait. C'est ça, finalement. Et pareil sur les avis clients. Alors, aux grandes dames de plein qui m'entourent, peut-être toi, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, la fiche Google My Business. Là, oui, on a discuté un petit peu, tu peux pas la remplir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, là-dessus, les copains peuvent faire une super pub, waouh, super. Moi, je crois pas. Moi, j'ai besoin que les choses que je fais soient très honnêtes. La Google My Business, moi, je m'en méfie. Je ne me méfie pas à ça. Manque d'authenticité peut-être pour toi. Pour moi, ça me paraît trop facile. Et puis après, en plus, on prête le flanc aussi à des avis, moi je touche du bois, mais à des avis négatifs. Alors que, je vais faire un peu de pub, mais c'est vrai que la plateforme ImmoAdvisor, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il faut régulièrement prouver qu'on est bien celui qui est dans la transaction en joignant l'attestation notariale. Donc, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je dis acquéreurs qui ne me connaissent pas ou quoi que ce soit, je dis allez faire un tour là-dessus parce que là, par contre, pour le coup, c'est vérifié. Je dois joindre l'attestation notariale très régulièrement pour prouver que les avis là-dessus, c'est pas des avis de copains ou d'amis ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des gens qui ont vendu ou acheté avec moi et qui mettent des avis. Quand ils m'y répondent, parce que sur, je sais pas combien d'avis j'ai maintenant, mais il n'y a pas tout le monde qui va répondre à l'enquête de satisfaction. Après, cette dame qui m'a fait le coup de Trafalgar au dernier moment, je n'ai pas fait l'enquête de satisfaction. Je n'avais pas très envie d'avoir cet avis-là parce qu'il était tronqué en fait, tronqué par son compagnon en plus. Donc j'ai pas prêté le flanc non plus. Mais en général, toutes mes transactions, effectivement, j'envoie et c'est pas tout le monde qui y répond. Mais et là, c'est des avis réels et sympathiques et qui vraiment ont un poids, je trouve, plus que la fiche Google My Business où n'importe qui peut faire des faux avis quoi. Enfin, voilà. Donc ça aussi, je pense qu'il faut le valoriser dans ce que vous faites. C'est que les avis que vous avez, vous pouvez les prouver en fait. Voilà. Soit vérifié et concret. Ouais. Non, mais c'est sûr, 100%. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est hyper important aussi. Voilà, donc oui, cultiver tout un ensemble de recettes. Moi, effectivement, en tant que old school, je ne cultive pas le côté réseau. Ça me gonfle. Tu peux te le permettre parce que ta source de prospect principale, en fait, si on revient à ça, c'est qu'il faut développer une source de prospect. Et toi, ta source de prospect principale, c'est la recommandation. Elle marche très bien. C'est bien d'en avoir une deuxième en backup. Pour tu sais que je t'ai dit, hein. Voilà, bientôt c'est toi qui va être mon backup. C'est pour ça qu'on y travaille tous les deux. Et c'est bien d'avoir un backup, mais typiquement, si vous commencez à avoir plus de 2 sources de prospects que vous essayez de développer en même temps ou plus de 2 sources de prospects principales, souvent ça devient compliqué, on s'éparpille un peu. Mais toi, tu as la chance d'avoir cette source de prospect qui est la recommandation. Et donc c'est vrai que tu n'as même pas besoin de te poser la question du référencement sur Google. C'est pas la priorité et c'est normal. Mais en fait, la morale de l'histoire, c'est il faut que vous choisissiez au moins une source de prospect et que vous la développiez à 100%. Quoi. Voilà, mais c'est vrai que par exemple au sein de la boîte où je travaille à plein temps, t'en parles pas, j'en ai pas parlé, ça s'est appris. Je suis devenue cadre par transparence. Mes chefs savaient très bien ce que je faisais en parallèle, mais ils ont vu que ça apportait rien du tout, que je scindais les deux. Donc quand je suis passée cadre, j'ai demandé un avenant où ça soit bien précisé qu'on m'accordait cette double activité. Ça aussi, il faut se protéger dans le monde si on fait une double activité. Et moi, je le dis, ce n'est pas incompatible d'avoir une double activité du tout. Ça peut même être un atout pour certains qui ont un sentiment d'insécurité financière ou quoi que ce soit. C'est un atout parce qu'en fait, d'avoir ce métier-là, moi, je sais, parce que, en fait, pourquoi j'ai jamais arrêté non plus et j'ai pas développé encore plus l'IMO, c'est que j'ai 3 enfants seuls à charge, donc une responsabilité. Et ce côté-là où j'ai cette assise-là me permet d'être très sereine sur le développement de l'autre côté et de faire mes transactions en étant sereine aussi. Cette sérénité, elle est importante aussi. Donc, moi, la double activité n'a jamais été un frein du moment qu'on sait.
Alors après, qu'on est conscient qu'il faut beaucoup plus bosser que les autres aussi, je pense, parce que on est en début d'activité, on n'a pas le choix. Mais c'est très faisable. Si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Hein. Il n'y a aucune raison. Hein. Aucune raison. Hein. Je vois pas pourquoi moi je réussirais ça et que d'autres peuvent pas le faire. Je suis pas une Wonder Woman, je suis pas j'ai pas la science infuse, rien du tout. Mais c'est une organisation de son temps de travail. C'est moins de loisirs, ça il faut le dire, ça c'est sûr. C'est beaucoup moins de loisirs que les copains et les copains autour, hein, et les copines, c'est sûr. Mais c'est largement faisable. C'est largement faisable. Et donc moi j'encourage, et ceux qui ont peur qui seraient passionnés par l'IMO et qui ont peur de se lancer au départ, qui gardent leur double activité et qui s'organisent, mais par contre qui travaillent vraiment. Et pas qu'ils le fassent juste pour l'appât du gain, quoi. Ça marche pas. Il y a cette fausse image de la double activité qui est souvent de croire que c'est pour en faire 2 fois moins, justement. Parce qu'on a souvent, tu l'as dit, et tu as cité l'exemple de la publicité, il est boulanger et agent immobilier en même temps. En fait, c'est un incompétent, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Sous-entendu, si on fait 2 choses, c'est forcément qu'on les fait mal. Ça. Moi, j'ai une réponse un peu toute faite pour ça, mais moi, je sais que par exemple, j'ai déjà eu le commentaire d'un propriétaire qui m'a dit les réseaux, c'est l'ubérisation de l'activité immobilière, de l'activité d'agent immobilier. Alors, je voulais savoir ce que tu en penses, mais déjà avant, souvent, ce monsieur, je lui ai rappelé que un mandataire immobilier, il a exactement le même statut qu'un agent co dans une agence. Puisqu'en fait, on est agents commerciaux, on est indépendant. De toute façon, les agences maintenant prennent plein d'agents co. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de mandataires au sein d'agences. Hein, il y a de moins en moins de salariés, moins en moins d'avances sur com. Et en fait, on se retrouve à avoir exactement le même statut. Exactement. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a une vitrine et l'autre qui n'en a pas. C'est exactement une vitrine physique. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là, ce côté-là, c'est là où on va rejoindre exactement ce que je te disais au départ. C'est ce côté relationnel que tu vas construire avec le propriétaire ou l'acquéreur qui va te faire ta différence et qui va comprendre qu'en fait, oui, il y a ce côté marketing réseau, ce côté impersonnel qui en fait, les gens perçoivent ça comme le côté impersonnel et que tout le monde est derrière un écran, etc. et se cache là derrière. Donc oui, je comprends sa remarque à ce monsieur, mais en réalité, quand toi tu vas arriver, que tu vas parler de toi, de ta manière de travailler, de ta manière, et ton attitude. En fait, moi, on m'a souvent dit, ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on est en confiance tout de suite parce qu'on sait que, voilà, vous êtes carré, on sent que c'est franc, c'est direct, c'est assis, c'est ce que vous dites, on sent que c'est vrai. Et ça, en fait, tu vas dégoupiller le côté ubérisation qui va penser par justement, toi, ta façon d'être et ta façon d'amener les choses, ta façon de créer ce lien avec lui et d'expliquer comment tu bosses, tout ça. Donc, mais on est obligé d'y passer. En tout cas, moi, la jeune génération, enfin, tous ceux qui commencent, c'est obligé d'y passer à ce côté réseau. Ça fait beaucoup penser à un préjugé qu'il y a aussi justement sur l'utilisation des réseaux sociaux et auquel on a été confronté il n'y a pas si longtemps avec Jonathan, je ne sais pas si tu te rappelles, en visio. Qui est de dire justement les réseaux sociaux prendront jamais une place gigantesque dans l'activité d'un conseiller immobilier, ce qui est pour moi déjà faux, parce que l'activité d'agent immobilier et de conseiller immobilier, ce sera toujours l'humain avant tout. Et c'est quelque chose qu'on entend très souvent, ça, cette idée reçue, qui est que si on développe la communication en ligne en tant que conseiller immobilier, on va tuer la partie humain en fait. Ce qui est pour moi complètement fausse, parce que finalement, souvent, le premier contact avec les gens, on l'a au R1, ou on peut l'avoir un peu avant, mais souvent, le vrai contact, on l'a au R1, puisqu'avant, on s'est fait soit recommander, soit coup de fil, soit ce genre de choses. Et quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Le premier rendez-vous qu'on a avec nos clients, c'est le moment où l'humain va commencer. Et tout ce qui se passe avant, j'ai même envie de dire, moi, j'ai l'impression que quand on fait de la vidéo, particulièrement sur les réseaux sociaux, au contraire, ça rajoute de l'humain, parce qu'en fait, ça donne l'occasion aux clients de nous voir, de nous connaître, de comprendre comment on travaille, un peu notre personnalité aussi, tout ce qu'on choisit de montrer typiquement sur une page réseaux sociaux professionnelle, c'est de l'humain, même si c'est derrière un écran, c'est de l'humain. Et donc quand on arrive au premier rendez-vous qui a lieu exactement au même moment dans le processus de vente, en fait le client il a déjà vu pas mal de choses sur nous et il a presque un peu l'impression de nous connaître, quoi. Il m'est arrivé, alors c'est la génération plus jeune, mais ça m'est arrivé qu'un couple me dit
Oh non, mais je me suis renseignée sur vous, j'ai été voir un peu vos réseaux, tout ça. J'ai été voir Facebook, Instagram, machin. Et puis j'ai vu que vous aviez des avis clients, donc je suis allée voir vos avis clients. Je me dis, ouais, ça rassure, hein. Bon, donc oui, ils vont se servir de ça aussi pour faire une enquête sur toi, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et si t'es pas du tout sur les réseaux, c'est bizarre que tu sois pas sur les réseaux. Et puis même quand on met une annonce en vente, enfin d'un bien en vente, le premier contact c'est aussi du digital, hein. Et aujourd'hui de toute façon, moi je tire mon chapeau aux agences parce que je sais le boulot que c'est, hein. En coût de structure, en tout, je tire mon chapeau aux agences physiques aujourd'hui parce que de mon côté à moi, je ne vois plus l'intérêt. Et pourtant, je viens de ce monde-là que j'honore parce que je ne supporte pas aussi d'entendre des mandataires dire « Oh, les agences vitrées, les agences... » Oh, ils étaient là bien avant toi, ils ont créé plein de choses bien avant toi, il ne faut jamais oublier ça, quoi. Mais aujourd'hui, effectivement, moi, en tant que agent co, puisqu'on est des agents co en tant que mandataire, agent co dans une agence, je ne vois pas le but, je ne vois pas l'intérêt, sauf ceux qui ont peut-être peur au départ d'être tout seul à bosser seul, parce que quand tu es mandataire, même après, sauf si tu es avec des gens qui t'entourent et avec qui tu vas créer ce lien et tu peux bosser sur des sujets en commun et à faire des visites ensemble. Moi, ce que j'adore dans notre truc, dans notre équipe aussi, c'est qu'il y en a un qui part en vacances, on a toujours un binôme qui connaît le bien qu'on a, les clients à qui on les a présentés. On part en vacances, on est serein parce que les visites, elles vont être faites par la personne. Et on sait que voilà, on peut partir en vacances sans jamais que l'un ou l'autre veuille encaisser quelque chose. Non, on fait tes visites, on s'en fout. Toi, on sait que la prochaine fois, c'est toi qui me rendras la balle. Je trouve ça génial. Mais on est des agents co et je chapeau bas aux agences aujourd'hui parce que je vois plus l'intérêt. Tout se passe par le digital. Quelqu'un qui vient te contacter, il te contacte sur une annonce, sur du digital. Il te connaît pas au départ, il fait ta connaissance par ta voix. Il a une photo, une petite photo comme ça, voilà. Mais il fait connaissance avec toi par ta voix, par ton échange téléphonique, par la relation qui commence à s'installer là, de confiance ou pas. Et c'est déjà là que tu crées ta relation de confiance sans t'être vu. Et après, tu viens appuyer, quand il y a la visite qui se déclenche, ce qui déjà s'est dit en échange téléphonique, tu le réappuies et tout est lié, le marketing de départ réseau, la relation téléphone, et puis pouf, la relation physique. Donc tout doit être cohérent. C'est là où j'insistais lourdement depuis le début qu'on se parle, c'est tout doit être cohérent. Il faut que tu sois toi, du début jusqu'à la fin. Il faut que ce que tu transparais sur le réseau, sur ton appel téléphonique, sur ton truc en réel, il faut que tu sois toi. Et c'est là où je suis persuadée aujourd'hui qu'il faut arriver à faire ce lien entre tout ça et l'utiliser pour rester soi. Ça va être la conclusion quasiment. D'accord avec toi. Ouais. Mais il y a une dernière question qui me venait et puis sinon ça va durer. On peut parler longtemps. Nous on pourrait parler pendant des heures. Mais comme on en parle, quel conseil tu donnerais à un nouveau qui doit choisir son réseau? Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quelque chose pour le coup qui nous a été beaucoup demandé. Réseau ou agence d'ailleurs, je dis sa structure on va dire. Parce que il y en a plein maintenant, on n'est plus du tout sur les 2 ou 3 réseaux qui se font la guerre, on a énormément de choix. Nous-mêmes sans épiloguer, on est démarchés sans arrêt, on en a connu plusieurs. Quel conseil tu donnerais pour ça? Alors moi, un jeune, il faut déjà lui poser la question pour voir s'il est en capacité de travailler de chez lui tout seul. Parce que c'est une motivation qu'il faut avoir, d'être face tout seul à son travail, s'organiser, etc. Ou est-ce qu'il a vraiment besoin de plus de structure pour au départ se sentir un peu drivé? Là, je lui dirais, commence par une agence sérieuse. Vois-en plusieurs pour déjà ressentir le lien, comment ils parlent, fais-les parler de comment ils vont t'accompagner avant de dire toi ce que tu recherches, fais-les parler de comment ils comptent t'accompagner, comment voilà. Maintenant, si on est en capacité de travailler seul et qu'on veut rejoindre un réseau, de rencontrer plusieurs, parce que maintenant c'est le MLM, beaucoup, on rallie une équipe. Alors moi, ceux qui me parlent de recrutement, ça m'exaspère, parce qu'on ne recrute personne. On associe quelqu'un qui vient te demander une épaule, mais t'es en aucun cas son patron. Donc voilà, il faut pas l'oublier, ça aussi. Et donc de rencontrer
Parce que le réseau, en fait, c'est quoi? C'est un outil de travail. Donc effectivement, selon l'exigence que tu as aussi, on connaît la nôtre, tu vas plus te diriger vers un réseau ou un autre en fonction des outils qu'il va te fournir aussi. Donc les outils de travail que va te fournir ce réseau, et après c'est toi, c'est ton travail. Hein. Il ne faut pas que les réseaux oublient, c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais le business, c'est toi qui apportes les clients, et eux, c'est un outil de travail. Il y a certains qui oublient des fois. Hein, bon, ouais. On va pas en parler. Mais voilà, c'est pour ça que je claque la porte et que je vais ailleurs, parce que justement, quand un patron ne comprend pas que son réseau, il marche parce que c'est nous qui le faisons marcher, et pas l'inverse, c'est que c'est juste un outil, lui, de travail, il faut pas qu'ils oublient aussi. Même si, effectivement, c'est des investissements derrière, et je comprends très bien, mais à un moment donné, il faut respecter ceux qui bossent et qui t'amènent du business aussi. Hein. Donc, bref, ça c'est une aparté, mais il faut aller vers ce qui va aussi la personne qui t'envoie pas que du rêve, mais qui va vraiment être une épaule, parce que un jeune qui démarre, il y a minima 6 mois d'accompagnement, hein, minima où il doit être à plein temps avec toi pour comprendre, pour que tu lui apprennes, et avec des gens de ton équipe aussi, qu'il aille faire les visites, etc. Donc il faut faire partie d'une équipe qui est capable aussi d'accueillir un jeune globalement. Complètement. Parce qu'il y a la problématique des références dont on te vend. Bon voilà, donc. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais en tête aussi, c'est que le réseau, c'est pas le réseau qui va vraiment faire un conseiller immobilier, dans le sens où il y a des bons et des mauvais à peu près partout. Le réseau ou l'agence, c'est plus les personnes avec qui vous allez être. Alors, si vous êtes tout seul et que vous voulez pas avoir intégrer une équipe ou être accompagné par un, avoir quand même au moins un référent ou quelqu'un qui vous forme à l'extérieur, parce que c'est pas un métier qui s'apprend facilement tout seul. Non. Et même si les fameux réseaux ont des cours en e-learning dans tous les sens, j'ai connu très peu de gens qui peuvent partir de zéro et apprendre tout en e-learning tout seul. C'est impossible. Ça me semble, Donc, il faut s'inspirer des expériences des uns des autres. Ouais. Et faites attention. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller avec l'un, l'autre sur le terrain pour piocher les idées, voir comment on travaille, comment ça se passe, et adapter à sa propre personnalité aussi en même temps. Mais le réseau, un réseau immobilier, il faut vraiment s'attacher à se dire que c'est un outil de travail et d'être capable de ne pas avoir besoin d'être drivé H24. Ouais. Parce que l'épaule à laquelle tu vas rejoindre, elle ne peut pas être ton épaule ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut que tu voles de près de elle. Et donc, est-ce que... moi, je me souviens, j'ai une ex, alors on appelle ça filleule, moi c'était une associée, Sonia, tu m'excuseras, je te cite, qui à un moment donné m'a dit, écoute Patricia, moi j'arrive pas, je l'ai pourtant drivé pendant 2 ans, on s'est beaucoup épaulé, je l'ai beaucoup épaulé, et au bout de 2 ans elle m'a dit, écoute, moi j'arrive pas à bosser de chez moi, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à me mettre j'ai besoin d'un cadre, donc je vais aller en agence. Donc on a débattu sur les points positifs de l'agence, les points négatifs, les points positifs d'être indépendant et les points négatifs d'être indépendant. Et je dis, mais vas-y, fais ton expérience. On est toujours liés, on est toujours en contact. Si on peut faire des affaires ensemble, on les fera. C'est un vrai bonheur. Elle a fait son expérience pendant 1 an en agence et aujourd'hui, elle a créé sa propre agence dématérialisée avec un monsieur qu'elle a rencontré. Tu l'as rencontré grâce à moi, Sonia, je te rappelle, lors d'une affaire. Et voilà, donc c'est super sympathique. Elle a créé, elle a les guts, parce qu'elle a les guts, elle a fait un grand chemin et elle a créé sa propre agence dématérialisée. Je trouve ça génial. Tu vois le parcours, l'évolution qu'elle a fait, cette fille, je trouve ça incroyable. Elle est pertinente, elle est pétillante. Vraiment, voilà. Et aussi dans l'humain, justement, sa marque de fabrique, c'est l'humain aussi. Et je trouve ça génial. Donc oui, il faut trouver ta voie. Et si à un moment donné, tu vois que ça ne te correspond plus, il faut changer. Il ne faut pas hésiter de changer. C'est pas grave de passer de l'agence à le réseau ou de repasser ensuite en agence parce que finalement, on se dit que c'est pas convaincant. Il faut faire son propre chemin, en fait. Ce qui te convient. Exactement. Moi, j'ai rencontré un jeune avec qui sa tante est une de mes meilleures amies. Le jeune, il me demande des conseils, il me dit qu'est-ce que je fais, je voudrais commencer dans l'IMO, etc. Et en discutant avec lui, sa personnalité, etc., je dis il faut que tu ailles en agence d'abord. Parce que tu vas te sentir rassuré par ce cadre officiel où tu vas devoir venir là, un bureau physique, une routine qu'on va t'imposer, etc. au départ. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour l'instant, il est donc en agence, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il va devenir indépendant vraiment. Et
Voilà, c'est chacun en fonction de sa personnalité. Mais choisir le réseau, si c'est un réseau d'indépendants, il faut rejoindre une personne qui sera vraiment, qui va vraiment s'investir en tant qu'épaule pour t'accompagner au départ. Oui, pas juste pour récupérer. Pas juste pour récupérer quelqu'un et dire ouais, je vais t'accompagner, je vais t'accompagner, mais blabla quoi. On a vu énormément de justement filleuls qui disaient j'ai un parrain mais je le vois pas et qui en étaient déçus quoi. C'est ça. Et donc rencontrer, quand nous on s'est rencontrés, ou Michel, il avait vu des gens de différents réseaux avec qui il avait échangé, etc. Et moi je lui avais dit ah non mais après fais ton choix tranquillement et je dis puis il faut savoir c'est peut-être aussi moi ça ne passera pas au téléphone hein. On était resté longuement au téléphone déjà et je lui dis mais de toute façon quand on va se voir en vrai peut-être ça passe pas le courant et puis il faut pas se forcer quoi d'un côté comme de l'autre et quand on est resté on avait parlé encore aussi on aurait pu parler longtemps d'ailleurs avec Michel mais et c'était comme avec toi, la rencontre a fait que ça a décidé qu'on se lance ensemble parce qu'il y a eu ce rapport voilà, et il faut chercher ça. Et il avait fait plusieurs réseaux aussi, il avait rencontré plusieurs personnes de différents réseaux et fait parler, comme toi, tu as fait parler aussi de qu'est-ce qu'apporte le réseau, qu'est-ce qu'il y a comme outil, etc., etc. Je pense qu'il faut prendre le temps de faire son choix et pas se précipiter. Et parce qu'on a quelqu'un qui a mis de la poudre aux yeux, il faut vraiment aller chercher un petit peu des gens, la rencontre et de se faire son idée. Et son choix se fera naturellement. Et on a le droit de se planter et de changer d'avis, hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Voilà. Hein. Super, on revient toujours au même sujet, c'est qu'en fait c'est ton identité, c'est ta marque personnelle, ça veut pas dire que c'est la bonne, ça veut pas dire que c'est celle que tout le monde doit avoir, c'est juste que ça a très bien fonctionné pour toi et elle est très intéressante je trouve, quoi, parce qu'elle est un peu en antithèse de beaucoup de l'image que se font les gens de ce métier. Oui. Ah oui, et c'est surtout pour ça que... Hein. Ben oui, malheureusement, en agent immobilier, souvent, on n'a pas une belle image. On souffre beaucoup des préjugés de notre métier, quoi. Je te raconte, pour finir, ça m'avait fait beaucoup rire. Donc, ces clients, ce couple dont j'avais vendu le bien à des jeunes donc, qui avaient un parking et une cave. Mais il y avait un garage en supplément. Donc, le garage ne se vend pas. Et donc, je dis à mes clients, je m'occupe de votre garage à la vente. Par contre, je ne prendrai pas de com. Parce que déjà, vous m'avez fait confiance sur votre transaction. Donc, il faut être capable de faire ça aussi. Généreusement et naturellement. Il ne faut pas se forcer aussi. Hein. Il faut que ça soit naturel. Je dis, et puis en plus, vous voulez que je vous accompagne sur l'acquisition. Donc, sur le garage, je ne vous prends pas un rond. Il est hors de question. Mais non, mais Patricia, tout travail mériterait de salaire. Je m'en fous. Je ne veux pas. Si on ne marche pas comme ça, je ne m'occupe pas de votre garage, vous débrouillez. Non, bon, d'accord, bon, ok. Et donc, je présente le garage à un monsieur qui, donc, se positionne en acquéreur, etc. Je dis, bon, par contre, voilà, là, je vous annonce la couleur. Je dis, maintenant, vous allez être mis en direct avec les propriétaires, que je vais vous présenter, du coup, ce soir. Je les ai prévenus que vous êtes là. Donc, je vais vous présenter ce soir et vous allez faire une transaction en direct. Et il me regarde, il me dit, mais comment ça? Je dis, oui, parce que je les ai accompagnés sur la vente de leurs biens. Donc, j'ai vendu leurs biens avec un parking à cave. Et je dis, je les accompagne maintenant sur l'acquisition. Donc, sur ce garage, je veux absolument pas prendre d'honoraires. Il me prend la main comme ça, il me serre. Il me dit, Madame Franceschi, je vais vous dire une chose. Un agent immobilier, en général, quand on lui serre la main, quand on l'enlève, on regarde s'il ne nous manque pas des doigts. Et j'ai éclaté de rire. Et c'était vraiment... Mais il m'a dit, en général, il manque des doigts. Donc, c'était super sympathique. Et c'est ça aussi, il faut savoir aussi être un peu généreux parfois. Et accompagner aussi là-dessus. Ouais. Je pense qu'il faut savoir faire des gestes parfois. Et pas voir, justement, comme on revient toujours pareil, que l'affaire. Et ouais, il faut savoir aussi faire ce genre de petites choses. Oui, en fait, si vous voulez faire un métier où vous êtes surtout là pour avoir les chiffres et gagner de l'argent, il faut faire trader, pas agent immobilier, quoi. C'est ça. Alors, on peut bien gagner sa vie de l'IMO, ça c'est sûr. Mais quand on fait passer l'humain avant tout. Mais il faut penser à ça, ouais. Et savoir aussi donner parfois. Voilà. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner un monsieur auquel je pense là, tout d'un coup, mais où il était dans telle mouise. J'ai pas pris de com ce jour-là. Et donc, quand on m'a appelé une agence pour une collaboration, je dis écoutez, non, là, je peux pas, parce que j'accompagne ce monsieur qu'il faut que je sorte de son pétrin et je ne prends pas d'honoraires. Ah bon, vous faites ça? Bah oui, je fais ça. Et ce monsieur-là, c'est un artisan que je connais très bien et je voulais l'accompagner.
Donc, seulement, il a tenu. Et enfin, après, il m'a payé une clim. Voilà. Et, C'est ce que j'allais dire. Sans rien que je demande. C'est le karma, quelque part. C'est ça. Donc, oui, il faut savoir parfois faire ça. Et de toute façon, cette personne, il faut vous dire, de toute façon, sans le chercher à le faire, il faut que ça soit naturel, mais quand vous savez aussi par moment aider, donner, tendre une main, un jour ou l'autre, ça vous revient. Un jour ou l'autre, ça vous revient par un autre biais, il y a quelque chose qui revient. Le karma, moi j'y crois beaucoup. Écoute, on finira là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Mais de rien, avec grand plaisir. Pour tous ces conseils. Et puis de toute façon, nous... nous, on continue l'aventure. Nous, on continue ensemble. Merci à vous, en tout cas, d'être encore là. Si vous avez d'autres envies, d'autres idées de personnes que vous aimeriez entendre parler et de conseils que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Juste en dessous, vous avez toutes les informations nécessaires dans la description. Donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt.